Et maintenant, j'aimerais présenter nos prochains panélistes. C'est le Dr. Eric Ryder. Il est le professeur d'histoire et de loi à l'Université Concordia. Ses antécédents, c'est historien et aussi avocat. Et sa spécialité de recherche, c'est l'histoire du Code civil du Québec, surtout comment les histoires, les gens ont une intersection avec les catégories juridiques. Alors, il a gagné le prix du gouvernement général pour la recherche universitaire. De même, nous avons Dr. Stephen High. Il est un professeur d'histoire et cofondateur du Centre pour l'histoire locale de l'Université Concordia. Il est un historien oral interdisciplinaire avec un intérêt pour les approches transnationales, bon, pour parler des migrations forcées et de la communauté orientée vers les communautés. Il a dirigé plusieurs projets de recherche principaux, entre autres les histoires des Montréalais déplacés par la guerre, le génocide et d'autres violations des droits de l'homme. Il a reçu cette année le prix du gouvernement général, le prix Pierre Burton. Bonjour à vous deux. D'abord, Dr. Ryder, voudriez-vous parler un petit peu de votre projet et ensuite de Dr. High, je vais vous passer la parole. Oui, merci, merci à la Société Histoire Canada et l'Association canadienne d'histoire et aussi Son Excellence le gouverneur général pour cet honneur. Mon livre parle de comment les gens ont pris leurs blessures émotives devant les tribunaux. Bon, des choses comme leur sentiment d'être trahi et le déshonneur, la honte et le, le deuil, et comment le système juridique a pris les narratifs de leur douleur et d'émotions et a essayé de les intégrer dans des catégories juridiques existantes, pas toujours avec succès. Alors, je regardais le Québec de 1870 en 1950, c'est une plus longue période de temps, mais moi, je m'intéressais à comment ces histoires-là ont changé, comment les histoires émotives des gens ont évolué avec le temps, et aussi de comment le système juridique, bon, les tribunaux surtout, se sont adaptés à ces allégations de blessures émotives. Wow! Ça a beaucoup de choses à discuter. J'espère qu'on va avoir le temps. Dr. High, voudriez-vous expliquer votre projet? Eh bien, moi, je suis dans l'histoire orale, c'est-à-dire que je travaille avec les gens vivants plutôt que les morts. Alors, pour moi, une des choses les plus magnifiques à propos de l'histoire orale, c'est que vraiment, on s'aperçoit que les gens ordinaires ont des vies extraordinaires. Et bon, les histoires quotidiennes sont des fenêtres qui nous permettent de voir la grande histoire. Et c'est comme un mouvement dans les deux directions à prendre avec les communautés plutôt que à propos des communautés. Je pense que c'est vraiment un changement important et je suis tellement inspiré par tout- tous les gagnants basés sur la communauté et basés sur les musées qui partagent leur travail. Moi, je trouve que ce type d'histoire est tellement important. Alors, hier soir, durant la conversation d'hier soir, des experts nous ont parlé du thème du forum. Bon, les témoins de l'histoire vivent dans des temps exceptionnels et on leur a demandé cette question. Et moi, je suis curieux. Qu'est-ce que ce concept signifie pour vous? Commençons avec le Dr. High. Eh bien, l'histoire orale nous dit beaucoup à propos de la grande histoire. Nous, on interprète des gens qui ont vécu des choses horribles partout dans le monde. Bon, le guerre, le génocide, bon, les violations des droits de l'homme. Mais on abordait ça comme étant des entrevues d'histoire de vie. On ne réduisait pas ces gens à simplement la douleur et la souffrance qu'ils ont subi. Bon, il y avait beaucoup de rire, beaucoup de joie dans ces entrevues-là, tout comme il y a dans la vraie vie. Alors, je pense que ce sont des entrevues de témoins, mais c'est plus que des entrevues de témoins. Et le danger de penser que seulement en termes de témoins, c'est que il faut qu'on pense plus à. Bon, je pense que Metacarl en a bien parlé. Bon, il faut aussi considérer la violence structurelle quotidienne et pas juste la violence exceptionnelle comme les génocides, choses comme ça, comme par exemple la pauvreté. La pauvreté est aussi une forme de violence, mais je ne sais pas si on l'aperçoit comme étant une forme de violence. Alors, l'histoire orale est bien positionnée, selon moi, pour vraiment nous permettre de considérer le monde qui nous entoure et peut-être de façon plus critique, mais aussi de façon plus humaine. Absolutely. Dr. Ryder? Oui, Dr. Ryder. Sur cette question justement des temps exceptionnels, eh bien,
mon projet ne se base pas vraiment au niveau des sociétés des temps exceptionnels. On parle de guerre mondiale, l'ancienne pandémie, notamment aussi la pandémie euh, de rougeole ou de petite vérole plutôt à Montréal. Mais ces histoires lorsqu'on va, les histoires personnelles sont des moments exceptionnels. Leur vie de personne a été complètement chamboulée par, disons, une mort dans la famille, un mauvais traitement aux mains des autres, ou un Montréalais juif noir qui se dit que lorsqu'ils ne sont pas traités de la façon dont ils s'attendent, lorsqu'il y a de discrimination, quelque chose comme ça, et qu'ils vont en cours, et là, ça devient une crise pour eux. Alors, je pense que c'est intéressant que dans les moments comme aujourd'hui, là où nous souffrons tous de problèmes communs, mais en même temps aussi, gérons un problème bien personnel parce que nos histoires diffèrent, même si la société, d'un côté, traverse des choses communes. Mais en tant que personne, nous avons tous une unicité dans nos narratifs personnels. Alors, cette jonction d'individus et société jaillit dans ces histoires que j'ai regardées personnellement. Ouais, tout à fait. Un rappel à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez des questions pour n'importe quel de nos lauréats, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour nos gagnants, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte juste là-bas ou là-bas. I wanted to get next. Je voulais aussi parler de l'idée du fait que en pensant à l'histoire, on peut comprendre l'avenir. Est-ce que l'on comprend de voir dans la recherche qu'il y a des répétitions, des choses qui se répercutent, qui sont récurrentes? Dr. Ryder. Cette idée que l'histoire se répète est un peu difficile pour moi. L'expérience humaine est tellement riche et variée. Ce serait possible d'oublier les différences dans les différences. Et les différences sont très importantes. Mais dans mon domaine, prenons, disons, l'émotion. Dans mon livre, j'ai eu des difficultés sur ce sujet. Les émotions vécues par ces personnages historiques sont-elles semblables aux personnes que je connais d'aujourd'hui? C'était difficile. Est-ce que je commence à entrer dans la tête des personnes du passé ou est-ce que je projette ma propre idée de ces personnes du passé? Ainsi, je pense que ici, je soulignerai la différence. Regarder les émotions du passé m'a fait réaliser que le cadre pour comprendre le monde est bien différent aujourd'hui qu'il l'était. Par exemple, l'idée de l'honneur. C'est partout dans mes causes, au 19e, 20e siècle. On ne parle pas vraiment à quel point, on ne parle pas vraiment du monde dans les mêmes termes. Qu'est-ce que voulait dire vraiment l'honneur dans les années 1880? Ça demande beaucoup d'imagination en tant historien comme moi, parce que les différences étaient vraiment différentes. Le monde, leur monde et leur relation avec les autres. Ce n'est pas vraiment des choses que l'on voit aussi souvent, là. Intéressant. Est-ce que l'honneur de 2020 est l'authenticité? Bon, ça serait un autre sujet. Dr. High, est-ce que vous avez vu des similarités entre le passé dans vos recherches? Un peu comme Eric. Hier, justement, dans la présentation, on parlait du fait que le présent est défini par les structures historiques. Il y a une raison pourquoi le présent est le présent. Pourquoi les choses d'aujourd'hui ils ne sont pas simplement aléatoires, là. L'histoire est vitale pour comprendre le présent. Et l'histoire orale est intéressante. C'est une question de relation entre le passé et le présent. On interviewe des gens aujourd'hui sur le passé et ce faisant,
les souvenirs sont à l'avant-plan. Les gens interprètent leur propre vécu, ce qui s'est passé. L'histoire orale nous donne beaucoup d'idées sur le présent, autant que sur le passé. Et l'idée que je dis à mes étudiants est un exemple de la Grande Dépression des années 30, 1930. Franklin Roosevelt a embauché des historiens de l'histoire orale pour interviewer des anciens esclaves avant 1865 et un a été interviewé 2 fois. Un qui était une femme blanche et un intervieweur qui était un homme noir. C'était pas la même chose. Ce qu'il a dit à la femme blanche était bien différent de ce qu'il a dit à l'homme noir. Ça nous en donne beaucoup. Ça nous dit beaucoup sur le lynchage, sur le racisme, sur le danger aussi d'avoir ce genre de conversation à cette époque. Pour moi, c'est cette relation, penser au passé en relation avec le présent. Pour moi, c'est vital et important, clairement. Vous m'en travailler avec des individus, disons, des souvenirs peuvent changer. Le partage des gens change d'un jour à un autre et on voit beaucoup de liens aujourd'hui alors qu'on voit ce qui est vrai ou non en ligne. On essaye de voir les différences. Est-ce que vous avez des idées justement sur la façon de gérer ces zones grises? Avec le projet d'Histoire à Montréal, nous avons interviewé 500 personnes et nous n'avions pas des courtes entrevues. Certaines ont pris 20 heures, la moyenne étant 5-6 heures chacune. C'était donc de profondes explorations, non seulement sur ce qui est arrivé à cette époque, mais bien en tant que survivants, leur vie a commencé aussi une fois que la violence a pris fin, par exemple pour le projet Holocauste. Nous nous concentrons sur la période de l'Holocauste, sur les gestes, mais on n'a pas vraiment parlé de, aller dans les classes pendant 30 ans, alors que ces survivants ont été à l'avant-plan de l'éducation, mais on ne leur a pas vraiment dit qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils ont navigué tout cela, comment les gens ont répondu, si c'était une école juive, une école publique. Ils ont raconté des histoires aussi, là. Alors, en ce qui a trait à la véracité des entrevues, on voit des motifs similaires, mais c'est une question de subjectivité. Voici le monde tel qu'ils le perçoivent. On ne le prend pas naïvement, on prend la logique sous-jacente. Voici une façon sophistiquée de comprendre le passé en détail. Avec ces bons projets que l'on a entendu un peu plus tôt, on fait justement cela. Merci, Dr. Ryder. One thing that I kept coming back to, and I think it picks up on some of the things that Un point récurrent aussi que Steven mentionnait est que on a tendance à avoir des masques. Bon, c'est rien de nouveau, cette idée n'est pas de moi, là, mais ce genre de masque, lorsque l'on se met en performance. En tant qu'historien, il est difficile pour nous de décoder lorsque l'on regarde un masque et lorsque l'on voit la personne derrière le masque. Dans l'histoire orale, je n'en fais pas vraiment, mais bien sûr, parce que Steven est à côté de la porte à côté à Concordia, mais il y a des façons de trouver les gens derrière le masque. Moi, ça se fait par le biais des documents. Par les cours. Il y a des plaignants qui veulent gagner leur cause lors d'un litige en tant que plaignant. Et surtout lorsqu'il y a des dommages moraux. Et si on regarde leurs histoires, la meilleure façon de vraiment voir ce qu'elles sont est d'essayer de comprendre les normes dans lesquelles se déroule la discussion. Il était intéressant dans ma recherche de voir que lorsque
les vieux juges blancs ne comprennent pas vraiment ce que la jeune femme ou le jeune homme noir n'était pas en mesure de s'asseoir dans les meilleurs sièges du théâtre. Et ce genre de normes que les décideurs ont et qui ne sont pas vraiment cohérentes avec les expériences des individus. C'est là où on commence à vraiment voir l'authenticité des gens. Parce que bien sûr, on ne peut pas avoir des entrevues. On a simplement ce qui est rapporté par la Cour sur papier. Essayer de voir donc la conjonction entre les attentes et ce que la personne dit vraiment. Tout ça est bien enrichissant et une excellente source. Dans le biais du travail que vous faites, le défi dans l'académie est de rendre tout cela accessible. Comment tout cela peut prendre forme avec le public? Et le docteur Hyde, nous allons commencer avec vous. Comment partager ces recherches afin que les gens se connectent avec ça, cela puisse vraiment toucher les gens? Bien, mon travail est fait en collaboration avec les communautés. En travaillant avec les autres, voilà une façon de bâtir une relation. J'ai certaines compétences, mais je ne peux pas filmer, je ne peux pas faire de film, de cinématographie ou d'être un animateur ou peu importe. Nos projets, eh bien, un des dangers de l'histoire est de dire que ce sont des histoires importantes, nous allons les préserver, les mettre dans les archives. Et c'est la fin. Malheureusement, les archives canadiennes sont remplies d'entrevues qui ne sont pas écoutées. Le projet de Montréal ici, et ça fait part des communautés de survivants. Et nous travaillons avec ces reportages pour des installations d'art, pour des marches audio. J'adore parce qu'on entend ce que c'était, on voit comment c'est maintenant. Alors, bien sûr, il nous viennent des questions. Dans le contexte du génocide au Rwanda, on entend des gens parler de 1994, bon, là-bas, de l'autre côté du monde. Mais il y a des milliers de survivants à Montréal. Politiquement, comment dénouer tout cela? De plus en plus, les historiens doivent penser en termes de multimédia, penser en termes de collaboration avec les communautés avec lesquelles on travaille. C'est du travail de longue haleine, comme Ashley mentionnait un peu plus tôt. Mais c'en est très gratifiant. Et je crois que c'est important de parler de cette implication qui n'est pas seulement communautaire, mais aussi créer des ponts dans les universités pour les communautés afin d'utiliser tout cela et les ressources qui sont à la disposition des universités. Alors, c'est pour nous vraiment bidirectionnel comme relation. Dr. Ryder. Je suis ici en tant que représentant de l'histoire universitaire, ce qui rend cela un peu difficile de répondre à cette question directement, surtout puisque je n'ai pas les capacités technologiques que certains près de moi ont pour publiciser mon travail sur les médias sociaux et ce genre de choses. Mais un aspect intéressant pour l'histoire au niveau universitaire est de raconter des histoires d'une façon qui ne sont pas simplement qu'accessibles pour les autres chercheurs. J'ai réellement essayé cette approche dans le livre ici qui est mentionné, surtout l'histoire légale qui n'intéresse simplement que d'autres avocats, mais à rassembler l'histoire aussi dans l'histoire légale, dans l'histoire juridique, est une façon de rendre la recherche plus attractive pour les autres. Un point est que pour mes recherches universitaires, il est important qu'elles se traduisent bien dans les classes, pour classe d'histoire légale, d'histoire civique plutôt. Alors, j'essaie de leur communiquer non seulement voici ce qu'on a découvert, mais aussi de percevoir
la recherche comme intéressante, amusante, curieuse, beaucoup à apprendre si on regarde les archives, de lire d'anciens journaux, ce genre de choses. C'est ma façon à moi de partager la- le, le mot là, ici, de rendre ma propre recherche plus accessible plutôt que, bon, universitaire et arcane. Docteur Ryder, qu'est-ce qui continue à vous intéresser dans ce domaine? Eh bien, c'est parce il existe tellement de choses qui ne sont pas encore été découvertes. Les archives sont remplies d'histoires fascinantes du passé. C'est vraiment ce qui me motive. Je suis assez triste parce que les archives sont plus ou moins fermées et à cause de la pandémie, on ne peut pas y aller. C'est donc un petit effet de la pandémie, hein, tout bien considéré, mais c'est tout de même un travail important que nous menons, les archives. L'histoire de l'émotion, c'est un champ tellement intéressant que je viens de découvrir que je vais sûrement commencer à m'y intéresser, simplement gratter la surface de tout cela. Docteur, hi, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce qui vous garde intéressé? Eh bien, les gens, ceux que j'interviewe, mais aussi encore plus ceux avec qui je travaille. Notre centre d'histoire orale a 300 affiliés. Je dirais environ la moitié sont basés dans la communauté. L'histoire orale, pour moi, est un espace où nous ne sommes pas institutionnalisés, nous n'avons pas une discipline juste à nous. Ainsi, c'est un espace perméable. La plupart des personnes qui s'identifient comme des historiens oraux sont des éducateurs et autres, et de l'excellent travail en art, dans le théâtre, se déroule, fait participer aussi les gens avec le passé du Canada de façon créative. En tant qu'historien, et je suis aussi un historien universitaire, je pense que le travail d'Éric est très important pour comprendre Montréal et les histoires de marginalisation à Montréal. Mais bien sûr, je ne suis pas le même historien que lorsque j'ai commencé. De plus en plus, nous pensons de la façon de former les historiens par rapport à notre travail et la façon dont nous le menons. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez dire sur la réévaluation de la formation des historiens? Eh bien, c'est encore basé sur les textes. D'une certaine façon, l'imaginaire des historiens, bien, on va dans les archives et on écrit un livre. Eh bien, c'est aussi ce que je fais, n'est-ce pas? Mais de plus en plus, d'autres choses, d'autres façons sont abordées. Des thèses d'étudiants de plus en plus ont une partie d'histoire numérique, une espèce d'hybride, une expérimentation intéressante qui, je crois, est vitale et bonne. Nous pouvons les préparer, les élèves, et même euh, faire une certaine conservation des histoires, de curation. Alors, ça pourrait être un livre, un film, mais qu'est-ce qui arriverait si on passe 90% du temps, une fois avoir produit le film ou le livre, pour conserver, pour gérer cet espace de discussion, pour gérer de l'attrait? C'est ce qui est génial dans l'enseignement de l'université, c'est que je peux toujours intégrer ma classe dans mes projets de recherche. Et cela, parfois, veut dire du co-enseignement avec le théâtre, où les acteurs apprennent sur l'histoire et les jeunes historiens, eh bien, apprennent à danser. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour explorer. Ça veut dire que l'histoire est vivante et peut être explorée et qu'il y a plusieurs façons d'y prendre.
Merci à vous deux beaucoup pour cette participation d'aujourd'hui.